Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue évidemment sur notre antenne sur Digue Radio pour bien aller au cœur d'un livre, et c'est dans notre émission bien sûr au cœur du livre que nous allons vous présenter notre invité. Notre invité qui s'appelle par parenthèse Jean-Philippe Rouillet et qui vient de commettre un excellent livre d'ailleurs, tout à fait sympathique, et qui va vous rappeler, j'espère à tous, beaucoup de souvenirs du temps de votre scolarité. Alors, bienvenue, monsieur Jean-Philippe Rouillet. Bienvenue, car vous êtes l'auteur de ce livre, Les aventures de Jean-Jacques Dupont-Durand. Enfin, il y a déjà un titre que l'on comprend bien, qui est une fantaisie, bien sûr, édité chez Maupassant. Et tome 1, ce qui veut dire qu'il y aura d'autres tomes. Il s'appelle Les Pirates. Alors, sans nous dévoiler tout ce qu'il y a dans ces pages, fort bien écrit, je dois le dire au passage, de quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit des aventures de ce petit garçon qui s'appelle Jean-Jacques Dupont-Durand, dont j'aime à penser que c'est peut-être une sorte de Tom Sawyer à la française, si on veut cadrer le personnage et son environnement. Il se retrouve donc, malgré lui, interne dans une école au fin fond des bois, et dans une école de garçons dans laquelle il va y avoir bien entendu de nombreuses aventures, avec son regard croustillant et pétillant sur la vie. Oui. Alors, il y a aussi une petite visite des établissements scolaires. Et vous savez à quoi ça me fait penser, votre livre, prenez ça comme un compliment d'ailleurs, ça me fait un peu penser, dans un autre genre, au livre de Louis Pergaud, celui qui avait fait la guerre des boutons, ou bien encore À poil de carotte de Jules Renard, parce qu'on retrouve un peu d'humour, de cet humour-là, c'est-à-dire de ces auteurs qu'on ne lit plus guère maintenant, faut le dire, Jules Renard, et aussi La Dernière Classe, ça me rappelle aussi La Dernière Classe de Daudet. Daudet, Renard, Pergaud, voilà des auteurs qu'on ne lit plus beaucoup, avouez-le. C'est pas un peu dommage ? Peut-être on les lit plus beaucoup, mais peut-être dans l'inconscient collectif, il y a ces souvenirs, il y a ces odeurs, il y a ces bâtiments un peu décrépits qui témoignent de ce qui a pu se passer peut-être il y a des dizaines d'années, et on a toujours des histoires qu'on aime bien se raconter, et là j'ai eu le désir de les faire revivre. Oui, et bien revivre du reste. Alors je dois dire que vous-même, Jean-Philippe Rouillet, vous êtes enseignant, c'est dire que vous connaissez bien le milieu, à la fois de l'internat et de la scolarité. Disons que j'ai eu le temps d'observer certaines choses. Oui. Et justement, dans ce livre, on découvre certaines choses. Alors, ce qui est sympathique, c'est que, on va dire ça comme ça, voilà le héros, Jean-Jacques Dupont et Durand, et ce héros qui va s'agréger avec 2 ou 3 petits camarades de sa classe et qui vont monter une équipe. Voilà. Vous nous en dites un peu plus. Voilà, parce qu'il y a toujours autour du héros, il y a toujours les aides du héros. Lui-même ne se considère pas comme tel, mais il est ce personnage attachant qui se fait des amis, on va dire pratiquement naturellement, parce qu'il est curieux. Il se trouve aussi dans une situation un peu délicate parce qu'il n'a pas choisi cette école au départ. Non, on lui a imposé, j'imagine, ses parents. Voilà. Oui. Et alors donc il va trouver ses amis et constituer un petit groupe qu'il va appeler les pirates. Voilà, parce que comme les enfants vivent beaucoup dans l'imaginaire, ils ont besoin de transposer leur jeu dans une réalité un petit peu qui crée de toutes pièces, et bien entendu on devient des pirates. On a un arbre qui est le QG, le bateau pirate, avec des menaces qui se profilent à l'horizon, avec le surveillant général, avec différents interdits qu'il ne faut pas braver, avec les règles de l'école, et le jeu de cache-cache avec l'autorité, si on peut dire.
Alors dans cette équipe, donc les pirates, on retrouve déjà, parce que les héros et les jeunes scolaires qui sont dans cette équipe, ils ne sont pas très âgés dans votre livre, 10 ans, autour de la dizaine d'années, on peut dire ça comme ça, voire même un petit peu moins pour l'un des 3 ou 4 là. Et donc il y a déjà, on sent déjà une organisation avec des grades, puisqu'il y a le capitaine, il y a la vigie, autant que je me souvienne, et chacun a son rôle là-dedans. Moi, ce qui me fascine quand on observe les jeux des enfants, c'est que les enfants passent 2/3 du temps à organiser un jeu, à en définir les règles, et ensuite, le dernier tiers, ils jouent. Mais on voit que les enfants aiment bien jouer, mais en même temps, ils sont très légalistes, et que même dans leur imaginaire, chacun a sa place, chacun a une fonction, et ils prennent tout ça très au sérieux finalement. Bien sûr. Et alors évidemment en face, on va dire ça comme ça, en face ou à côté, il y a l'autorité de l'établissement scolaire, avec le surveillant général, avec le prof ou l'instituteur de leur classe. Et déjà il y a quelques frictions là. Oui, parce que voilà, on se confronte à une génération qui est très rigide, qui maintient l'ordre à coups de baguette ou de coups sur les doigts, et bien entendu rentre dans la classe en tremblant. Il y a des récitations, on a son ardoise, et puis en même temps on a toujours le désir de braver l'interdit, de voir jusqu'où on pourra aller. Alors, nous sommes à une époque, tout de même, j'allais dire assez ancienne, une époque scolaire assez ancienne, puisque, en effet, l'instituteur ou le professeur se sert d'une baguette pour donner parfois quelques fessées à ses élèves. Là. Donc, ceci se passait en des temps très anciens, non ? Oui, très ancien et pourtant bien présent dans la mémoire de beaucoup d'entre nous. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a vu ou on a entendu parler. Moi, je me souviens que mon instituteur donnait facilement des coups de règle sur les doigts pour ceux qui connaissaient pas leur table de multiplication, et que d'autres auraient aussi beaucoup de souvenirs à raconter. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on s'en amuse, mais qu'il y a une génération, à l'époque peut-être, qui trouvait pas ça si drôle. Oui. Et vous-même, vous servez d'une baguette quand vous enseignez à vos élèves qui... Non, pas exactement, mais... Non, pas tout à fait, voilà. Bon. À la base, en fait, j'ai écrit ce livre pour mes enfants. Donc j'ai 3 enfants qui ont ces âges-là, 9 et 10 ans, à qui j'ai dédicacé ces pages. Et ce qui me touche, c'est qu'aujourd'hui, ils me réclament de leur faire la lecture à haute voix. Ils me disent, papa, tu nous lis, quand est-ce que tu écris le tome 2 ? Oui. Bonne question, quand est-ce que vous écrivez le tome 2 ? Le tome 2 va sortir dans l'année 2020. D'accord. Sans doute, j'espère en juin, juillet, quelque chose comme ça. Très bien. Ça sera donc la suite des pirates. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette suite ? J'imagine que les élèves, les héros du premier tome vont prendre un petit peu d'âge. Hein ? Oui et non, en fait, parce que quand on regarde la manière dont un certain nombre de séries pour enfants, en particulier, se sont déclinées, une des constantes, c'est que les héros, ils vieillissent pas. Ils ont toujours 9 ou 10 ans, et que leurs aventures sont inscrites dans un imaginaire qui se démultiplie, mais dans lequel on vieillit pas forcément, parce que c'est un peu le cadre de référence à la base. Oui. Alors, on retrouve dans ce tome 1 et dans ce titre, Les Pirates, donc, une ambiance cinématographique, je dirais. Vous m'arrêtez si vous pensez que je dis n'importe quoi. Les Pirates avec les Pirates des Caraïbes, cette série de films célèbres, série américaine, soit dit en passant. Alors, est-ce que ça vous a inspiré un petit peu ? Parce que vous appelez à un moment donné le surveillant, non, c'est pas surveillant général, si, qui s'appelle Caraïbes. Il s'appelle Caraïbes parce que c'est un petit peu le nom caricatural qu'on a pu donner à des gens, soit à des gens de couleur ou à des gens qui avaient la peau un petit peu bronzée dans les années 30 en France, où il y a une centaine d'années. Il y a qu'à voir comment, dans les vieux albums de Martine, il y a un petit garçon noir qu'on appelle Cacao. Donc il y a quelque chose de très caricatural derrière ce nom, bien sûr. Voilà. Et puis alors vous avez le choix aussi
je veux dire, la touche pour trouver des noms sympathiques. Monsieur Lachouille, ça c'est l'enseignant, c'est ça? Voilà, donc l'humour vient du contraste entre la fonction et la rigidité du personnage et son nom de famille. Bon. Et quant au prénom de ces pirates, de ces jeunes pirates, de ces scolaires, bien, ma foi, c'est des prénoms qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre. Aumaric, Valbert, l'autre c'est Jean-Jacques, ça va à peu près. Mais ce sont vous avez trouvé ces prénoms ou ça? Moi, un de mes critères, c'était de trouver des prénoms à la fois originaux, j'imagine. Qui ne sont pas encore revenus. Peut-être ça va susciter des vocations, mais qui ne sont pas encore revenus à la mode dans les enfants qui naissent depuis quelques années. Donc, ils s'appellent Aumaric, Valbert et Joséphin. Voilà. Et Jean-Jacques a un prénom plus courant, mais comme il s'appelle Jean-Jacques Dupont-Durand, il est à la fois universel et particulier. Donc. Oui. Alors, la question traditionnelle qu'on pose à nos auteurs, ça vous a pris combien de temps pour rédiger ce charmant petit ouvrage? Peut-être à peu près 6 mois. C'est-à-dire qu'une de mes questions, c'était où est-ce que je m'arrête et qu'est-ce que je veux effectivement écrire. Est-ce que je veux écrire un livre de 500 pages ou de 300 pages? Et mon idée, c'était plutôt de faire une série avec un personnage sympathique qu'on aurait plaisir à retrouver l'année suivante. Voilà. Un petit feuilleton, en quelque sorte. Hein. Oui, voilà. Un petit feuilleton scolaire. Et Jean-Philippe Rouillet, c'est la tradition ici où nous faisons une petite pause musicale et c'est notre invité qui choisit la pause musicale. En ce qui vous concerne, vous avez choisi d'écouter Renaud dans une chanson intitulée Héloïse. Tiens-moi bien la main, Héloïse, tiens bien celle de ta mère aussi. Chose due, chose promise, tu voulais Venise, la voici. Sur la lagune, aux eaux si grises, une escapade improvisée. Nous sommes partis sans valise, certains diront qu'on s'est sauvé. Dans cette ville, banquise, résonnent nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Le jour qui s'éternise, on se croirait au carnaval. Moi le Pierrot, vous les marquises, vous si belle et moi si pâle. La source à laquelle je puise et qui jamais ne se tarit, coule à vos lèvres cerises quand l'une chante et l'autre rit. Dans cette ville banquise, résonnent nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Tiens-moi bien la main, Héloïse, serre-la aussi fort que tu peux. Est-ce que comme moi tu réalises ce qui se joue devant nos yeux? Il y a ces choses qui s'enlisent et celles qui éternellement tiendront comme tu tiens, Héloïse, ma main et celle de ta maman. Dans cette ville banquise, résonnent nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Dans cette ville banquise, résonnent nos pas. Il y a des cités qui s'amenuisent, mais l'amour part. Dig Radio, la radio du Nord-Vendée. Et voilà, nous nous retrouvons, chers auditeurs, dans notre émission Au cœur du livre, avec notre invité aujourd'hui. Il s'appelle Jean-Philippe Rouillet et il vient de commencer le premier tome d'un feuilleton scolaire qui s'appelle tome 1, Les Pirates. Alors, Jean-Philippe Rouillet, combien de temps, vous demandais-je tout à l'heure, pour écrire ce genre de roman, parce que c'est un roman aussi, il faut bien le dire. Roman sympathique, mais roman quand même. Voilà, du coup, à peu près 6 mois entre l'intuition première, le temps d'écriture, le temps de relecture, la maturation nécessaire. Il y a une règle importante quand on écrit, c'est de concevoir des personnages qu'on n'oubliera jamais.
C'est une des règles du scénario. C'est-à-dire que, est-ce que ces personnages, on les reconnaît? Quel est leur trait particulier? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont attachants? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont uniques? Oui, et ils sont uniques en leur genre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est tout à fait sympathique. Alors, tout à l'heure, au début de cette émission, je vous indiquais quelques auteurs. Je voudrais que ça vous parle sûrement. J'aurais aimé qu'on parle, vous et moi, un petit peu de Paul Guth, parce que c'était un enseignant, lui aussi. Et vous savez, il a fait un célèbre livre autour de la scolarité, de jeune scolarité, qui s'appelait Les Naïfs. Les Naïfs aux 40 enfants. 40 enfants, c'était le nombre d'élèves qu'il avait dans son cours, dans sa classe. Et on retrouve un petit peu cette ambiance. Voilà, je parle de l'ambiance. L'intrigue n'est pas la même, bien entendu, mais on retrouve un peu cette ambiance. Est-ce que vous êtes le lecteur de vos confrères? Parce que il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont écrit. En fait, le cas de conscience de celui qui écrit, oui, c'est que il est difficile, à mon sens, d'écrire et de lire beaucoup, en tout cas en même temps. Donc quand je lis, ce qui est mon cas en ce moment, je n'écris pas, et quand j'écris, je ne lis pas. Une des raisons pour lesquelles j'agis ainsi, c'est que quand j'écris un roman, je consacre tout mon imaginaire à ce que je suis en train de produire, et je n'ai pas envie ni besoin, et j'ai même crainte que ce que je pourrais lire en dehors vienne intervenir entre ce que je dois écrire et le résultat final. Oui, je comprends. Je comprends. Autrement dit, quand vous écrivez, vous vous enfermez, entre guillemets. Complètement. Hein, c'est ça, voilà. Et tout de même, 6 mois. Bon, c'est bien. Et le premier, on le connaît. Le second, il aura un autre titre. Le tome 2. Oui, donc en fait, dans le tome 2, on va retrouver nos personnages et le méchant qui va revenir, qui s'appelle Dumollard. Et voilà. Dumollard est le grand méchant qui a eu, ou avec lequel notre héros a eu quelques aventures avant le début de ce roman. Et sa crainte, et bien sûr, c'est qu'il va revenir, et du coup, on va voir revenir celui qu'on n'attendait plus. Oui, alors ce Dumollard, comme vous l'avez appelé dans votre livre, il passe beaucoup de temps à redoubler ses classes, hein, je crois. Voilà, c'est un petit peu c'est un peu le gros baraquet qui faisait peur à tout le monde dans la cour d'école quand on était en CE2 et qui nous volait nos sucettes et notre goûter. C'est Monsieur Muscle. Lui, c'est le muscle et c'est pas la cervelle, si j'ai bien compris. Hein, voilà. Et bon, alors je suppose que le groupe des pirates va se défendre contre, en somme, cet intrus là. Donc. Voilà, bien sûr, parce qu'il y a toujours les ennemis officiels et il y a les ennemis officieux qui apparaissent au fur et à mesure. Alors qu'en fait, le personnage de Jean-Jacques Dupont-Durand est ce petit garçon truculent, qu'on va dire agile, toujours prêt avec beaucoup d'enthousiasme, on va dire. C'est comme ça qu'il se comporte. Et... Bon, Jean-Philippe Rouillet, quels sont vos auteurs préférés? C'est important de savoir lorsque un écrivain commet ce genre d'ouvrage, ses références littéraires. Je pense que c'est intéressant de le savoir. Je pense que mon roman préféré et mon auteur préféré en France est Barjavel. En particulier, je suis un grand fan du roman La Nuit des Temps, que j'ai lu 3 ou 4 fois. Donc c'est pas du tout dans la même veine, mais comme j'ai écrit un petit peu de science-fiction également, on s'y retrouve. Oui. Et puis ensuite pas de classique dans vos bon, bien à part ça, je suis un passionné de Shakespeare que j'enseigne aussi à l'université et au lycée. Peut-être parce que vous êtes professeur d'anglais, c'est ça? Ou peut-être parce que Shakespeare a une vision de l'homme qui est tellement universelle qu'on a toujours... Un Shakespeare ou plusieurs? Parce qu'on a dit que Shakespeare, en fait, c'était parfois un atelier. Ils étaient plusieurs à écrire. Non, je ne sais pas si c'est vrai. On a dit beaucoup de choses sur Shakespeare. Ouais. Personnellement, je préfère me concentrer sur ce qu'il a écrit, enfin sur ce qu'on peut lire en tout cas, mais je n'ai pas donné beaucoup de crédit à ces théories. Bon.
Jean-Philippe Rouillet, vous avez écrit trentaine d'ouvrages, je crois. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Une dizaine de romans. Parlons un petit peu de vos ouvrages précédents, s'il vous plaît. Par exemple, je sais que il y a quelque chose qui tourne autour de la langue anglaise, c'est-à-dire de ce que vous enseignez. Oui, voilà. Donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Pourquoi les Gaulois galèrent en anglais, et également aux éditions chez Maupassant, Oui. qui est un livre qui est drôle et sérieux à la fois sur les difficultés du français avec la langue de Shakespeare, justement. Et pourtant, la mode est à l'anglais. C'est pas la tendance est à l'anglais. Si ce n'est pas la langue, ce sont les termes, les idiomes britanniques. On va en week-end, on est overbooké, on est en burn-out. En ce moment, c'est le Black Friday, etc., etc. Exactement. Et vous dites qu'ils ont de la difficulté. En tant que ça, pourtant. C'est-à-dire que beaucoup de gens, par mode, utilisent des termes anglais dans la conversation, donc ils parlent en franglais, Oui, mais c'est pas ça qui en fait des bons bien sûr. des bons locuteurs, en fait, en tout cas. En fait, la difficulté principale, c'est quelque chose sur lequel on peut pas grand-chose, qui s'appelle la variation hertzienne, Oui. parce que toute langue est comprise dans un système de sons. C'est de la physique tout bête. Et en fait, nous, en français, on est sur une variation hertzienne assez brève, qui est de 1500 à 2000 Hz, alors que l'anglais tourne autour de 12 000 Hz. Et en fait, à la base, simplement, il y a des sons qu'on n'entend pas. Et parler une langue qui comprend beaucoup de sons qu'on n'entend pas, c'est compliqué. Oui, je ne connaissais pas cette explication assez scientifique, mais c'est intéressant, en effet. Oui. Non, mais c'est très intéressant parce Oui. que si on regarde comment le son est perçu, le français perçoit à peu près 2000 Hz, les chiens sont sur une variation hertzienne d'à peu près 20 000 Hz, Oui. et les dauphins sur 200 000 Hz, et ils entendent dans l'eau. Ça veut dire que nous, dans cet état, on est pratiquement en état de surdité linguistique, et du coup, c'est pas surprenant qu'on ait du mal à entendre et à comprendre et à apprendre la langue des autres. Très bien, je comprends tout à fait maintenant. Eh bien, est-ce que les Anglais, de leur côté, ou les Anglo-Saxons, de leur côté, emploient des mots français aussi souvent que nous employons des mots anglais? En tout cas, il y a certains mots qui ont fait Quand même. leur terreau. On dit par exemple, it's très chic. Oui. On dit, he's very blasé. Donc on utilise un certain nombre de termes comme ça, qui sont souvent en lien avec une culture raffinée, dans la gastronomie, dans un certain... Ouais. On dit d'ailleurs art de vivre. Art de vivre en anglais. Voilà. Oui, mais je ne sais pas, je me trompe peut-être, vous allez me le dire, mais j'ai l'impression qu'on emploie, nous autres Français, beaucoup plus de termes anglais que l'inverse. Non? Absolument, parce que l'anglais est une sorte d'hégémonie Oui, international. internationale à l'échelle mondiale, et que c'est une culture à la base très dynamique dans tous les domaines, en particulier dans le domaine commercial. Et... Voilà. Alors, parmi toutes les œuvres que vous avez commis, Jean-Philippe Rouillet, quel est le livre, l'ouvrage que vous préférez parmi cette trentaine déjà imprimée et publiée? On dit en général que le dernier, c'est celui qu'on préfère. Mon dernier roman s'appelle Humain, avec un H majuscule et un N majuscule à la fin. Il arrive chez moi après-demain. Oui. C'est une dystopie autour du mythe du paradis perdu, dans un contexte de fiction ou de science-fiction. Barjavel encore. Hein? Il y a des traces de Barjavel, sans doute dans mon imaginaire, parce que je l'ai tellement aimé et tellement lu. Oui. Et ça, c'est à paraître, Humain. Hein? Voilà, il sort là ces jours-ci, aux éditions de La Source. De La Source. Très bien. Alors, il y avait aussi une trilogie à votre actif, une trilogie de l'Arche. Expliquez-nous ça. De quoi s'agit-il? L'Arche? Quelle Arche? C'est la trilogie autour de l'Arche de Noé, voilà. qui, en fait, à la base, j'ai fait un rêve une nuit, et le rêve, en fait, c'était comme une évidence avec laquelle je me suis réveillé, et j'ai griffonné 3 lignes qui sont devenues 1200 pages au bout de 5 ans. Mais ces 3 lignes, en fait, c'était tellement clair, me disait, dans la création, dans le monde qui nous entoure aujourd'hui, c'est comme s'il y avait la connaissance universelle et intuitive chez tous les animaux
qu'un jour du temps, leurs ancêtres ont été sauvés sur l'arche de Noé. Et je me suis réveillé avec cette idée, surprenante. J'ai écrit 3 lignes et voilà, ça mûrit parce qu'il a fallu quand même un certain temps pour rédiger cette trilogie qui est, on va dire, biblico-fantastique ou fantastico-biblique. D'accord. Et donc le projet maintenant, ce sont les 2 autres tomes de vos pirates sympathiques scolaires. Est-ce que au moins 2 autres. Au moins 2 autres. Ah, peut-être plus. Peut-être alors. Plus parce que ça peut faire une série. Et ben voilà, qui vivra verra. Et dites alors, quand vous étiez petit garçon, quand vous étiez scolarisé dans ces âges-là, autour de 10 ans, est-ce que vous avez appartenu à un groupe de pirates ou pas? Exactement. Alors que c'est un peu autobiographique, ces pirates-là, non? Oui, sans doute qu'il y a quelque chose de ça. Moi, derrière chez moi, il y avait un bois, on allait jouer avec les amis. On avait un arbre, chacun avait sa branche, et on guettait les ennemis. En dessous, il y a une petite rivière, voilà. Voilà, très bien. Donc, je rappelle, Jean-Philippe Rouillet, votre dernier ouvrage. Ça s'appelle Les aventures de Jean-Jacques Dupont-Durand. Et entre parenthèses, enfin moi, quoi. En fait, c'est vous, c'est bien pour ça que je vous posais cette question pour terminer. Merci d'être venu sur notre antenne, Jean-Philippe Rouillet. Les aventures de Jean-Jacques Dupont-Durand aux éditions chez Maupassant. Merci. Merci.